Avant l'ère de la surveillance généralisée, des fake news ou des bébés sur mesure, un livre visionnaire, quasi prophétique est né. Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Un titre familier pour de nombreuses personnes. Tout le monde ou presque connaît ce nom d'Aldous Huxley, justement grâce à cet ouvrage. Pourtant, son aïeul Thomas Henry Huxley et son frère Julian Huxley sont eux aussi de sacrés personnages. Le chef-d'œuvre d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, près de 90 ans après sa publication, demeure une œuvre visionnaire d'une rare puissance. Son impact, loin de s'estomper avec le temps, n'a fait que se renforcer, gagnant en pertinence au fil des décennies et des évolutions sociétales. On retrouve ce phénomène avec l'œuvre 1984 de George Orwell, un auteur aussi largement connu et lu encore aujourd'hui. Cette pertinence accrue s'explique en partie par sa capacité à anticiper avec une acuité presque prophétique des thèmes et des enjeux qui sont aujourd'hui au cœur de nos préoccupations contemporaines. Cependant, comme c'est souvent le cas, l'art a tendance à éclipser la science et cela se vérifie dans la famille Huxley. En effet, malgré la renommée littéraire d'Aldous, les figures scientifiques de Thomas Henry Huxley, son grand-père, et de Julian Huxley, son frère aîné, demeurent moins connus. Pourtant, ces derniers ont, chacun à leur époque, marqué profondément le monde de la science par des théories audacieuses et révolutionnaires. Thomas Henry, souvent surnommé le Bulldog de Darwin, a joué un rôle déterminant dans la défense et la promotion de la théorie de l'évolution. Tandis que Julian, biologiste éminent, a été un pionnier dans les domaines de l'éthologie, de la conservation de la nature et un précurseur dans la réflexion sur le transhumanisme. Bien que leurs contributions scientifiques soient parfois occultées par le succès littéraire d'Aldous, les idées et les théories de Thomas Henry et Julian Huxley continuent encore de résonner dans le monde scientifique et au-delà. Leur héritage intellectuel soulève des questions controversées et des débats éthiques dans divers domaines, de la biologie à la philosophie, révélant les aspects problématiques et les dilemmes moraux associés à cette famille pour le moins exceptionnelle. L'impact et l'influence de cette famille ne s'arrêtent pas seulement à ces trois personnages. D'autres membres de la famille Huxley ont marqué leur temps chacun à leur manière. Par exemple, Sir Crispin Tickell, arrière-petit-fils de Jessica Huxley. Il a servi en tant qu'ambassadeur britannique aux Nations Unies et a joué un rôle de premier plan dans diverses institutions européennes. Cette lignée, ancrée profondément dans les sphères scientifiques, culturelles et politiques mondiales, est le symbole d'une influence étendue et d'une intelligence remarquablement mise au service de son idéologie. Le WWF, l'ONU, l'UNESCO ou encore la Commission européenne, tous ces organismes ont été plus que largement influencés par cette famille dont l'histoire est aussi fascinante que déroutante. Dans ce reportage, nous remonterons le temps et examinerons comment leur quête de connaissances et leurs différents engagements ont façonné des générations et influencé des institutions clés à travers le monde. Leur histoire est une fenêtre sur les dynamiques du changement et de l'innovation, reflétant les complexités d'une famille qui a été à la fois célébrée pour ses contributions scientifiques et scrutée pour ses opinions controversées. Rejoignez-nous dans ce voyage à travers l'histoire et l'héritage de cette dynastie aux multiples facettes. On retrouve des traces du nom Huxley pour la première fois en 1260 dans les archives. Le lieu d'origine de la famille vient du village de Huxley dans le Cheshire au nord-ouest de l'Angleterre. Cependant, faisons directement un bond en arrière pour parler de l'Angleterre victorienne, une époque de profonds bouleversements sociaux et scientifiques. S'élève alors la figure imposante de Thomas Henry Huxley, le patriarche de la dynastie. Né en 1825 au-dessus d'une boucherie à Ealing, un district de Londres, dans un monde où la révolution industrielle bouillonne, Huxley grandit dans une société en pleine transformation. Il est le benjamin de 6 enfants, survivant d'un directeur d'école, George Huxley, et de sa femme, Rachel. C'est une période où les fumées des usines commencent à obscurcir le ciel de l'Angleterre, où les idées du darwinisme commencent à remettre en question les croyances religieuses établies et où la soif de connaissances scientifiques pousse à de nouvelles découvertes passionnantes. L'environnement de Huxley est celui de la lutte des classes, où les non-conformistes et les dissidents religieux cherchent à briser le monopole de l'Église d'Angleterre sur les institutions publiques. Quelque temps plus tard, dans les rues de Coventry, où son père tente de gérer une banque après que l'école où il travaillait ait été dissoute, Huxley, encore jeune homme, se lie d'affinité avec les tisserands, des artisans qui rêvent d'égalité religieuse et sociale. C'est dans ce creuset de changement que Huxley développe ses idées révolutionnaires, non seulement en sciences, mais aussi en matière de religion et de société, semant ainsi les graines de son futur agnosticisme et de son zèle scientifique.
Il a reçu une éducation formelle en sciences dès son plus jeune âge. À 16 ans, il est devenu apprenti médecin à Londres et a ensuite obtenu une bourse d'études à l'hôpital Charing Cross. En 1846, il a rejoint le service médical naval et a été nommé assistant chirurgien et naturaliste à bord du HMS Rattlesnake qui partait pour une mission d'exploration des eaux du nord-est de l'Australie. Durant cette expédition, Huxley s'est concentré sur l'étude de l'anatomie et de la morphologie comparée, se spécialisant dans les hydrozoaires, les tuniciers et les mollusques flottants près de la surface de la mer. Durant son séjour à Sydney, Huxley a rencontré et courtisé Henrietta Heathorn qu'il a finalement épousée à Londres en 1855. Cette rencontre s'est produite alors qu'il était basé à Port Jackson, qui servait de quartier général au HMS Rattlesnake pendant 3 ans. De retour en Angleterre, l'époque est toujours marquée par un conflit entre les anciennes traditions et les nouvelles idées. C'est dans ce contexte qu'Huxley commence son voyage armé d'une curiosité insatiable et d'une volonté de défier les normes établies, posant ainsi les fondations de ce qui deviendra la dynastie Huxley. Autodidacte depuis son plus jeune âge, la carrière professionnelle d'Huxley a pris un tournant décisif en 1854. Il a commencé à enseigner l'histoire naturelle et la paléontologie à la Government School of Mines à Piccadilly au centre de Londres. Avec un nouvel ethos professionnel qui balayait le pays, Huxley a formé des enseignants en sciences et a favorisé une approche méritocratique axée sur les examens de l'éducation et de l'avancement professionnel. Il a même organisé des conférences publiques pour les ouvriers, eux-mêmes en quête d'une science nouvelle et libératrice. Huxley était également un anatomiste comparatif de renom et un zoologiste des invertébrés. Pourtant, son accomplissement scientifique le plus notable a peut-être été son travail sur l'évolution humaine. À partir de 1858, Huxley a donné des conférences et publié des articles analysant la position zoologique de l'homme. Il était même surnommé le Bulldog de Darwin. Ses meilleures conférences ont été rassemblées dans une œuvre majeure, Evidence as to Man's Place in Nature, en 1863, la place de l'homme dans la nature en langue de Molière. Ce travail contenait 2 thèmes. D'abord que les humains sont apparentés aux grands singes, et ensuite que l'espèce a évolué de manière similaire à toutes les autres formes de vie. L'incident du 30 juin 1860 a marqué un autre moment clé duquel Thomas Henry Huxley s'est illustré, devenant définitivement un jalon dans l'histoire scientifique. Confronté à Samuel Wilberforce, l'évêque d'Oxford, lors d'un débat houleux, Huxley fut interrogé de manière provocatrice sur ses liens ancestraux avec les singes. Sa réplique cinglante, préférant un singe comme ancêtre à un homme usant de son intelligence pour tromper, est entrée dans la légende. Bien que les détails exacts du dialogue soient imprécis avec de multiples variations circulant à ce jour. Cet épisode n'a pas reçu une large attention médiatique à l'époque. Pourtant, encore aujourd'hui, il est reconnu comme un moment charnière dans l'acceptation de la théorie de l'évolution. Malgré la multiplicité des participants à ce débat, c'est la confrontation entre Huxley et Wilberforce qui a capturé l'imagination collective, donnant naissance à ce qu'on appelle désormais le débat Huxley-Wilberforce. Ce moment historique a joué un rôle crucial dans l'établissement de la crédibilité scientifique de la théorie de l'évolution, malgré l'omission quelque peu injuste des contributions d'autres intervenants significatifs. Le fils le plus éminent de Thomas Henry Huxley, Leonard Huxley, a continué cet héritage. Enseignant et rédacteur en chef de la revue Cornhill Magazine, Leonard a écrit des biographies majeures et a été connecté à travers son mariage avec Julia Arnold à cette famille d'intellectuels des Arnold. Il est le père du biologiste Sir Julian Sorel Huxley et de l'écrivain Aldous Leonard Huxley qui ont marqué le XXe siècle de leur empreinte dans leurs domaines respectifs. Après la mort de sa première épouse, Rosalind Bruce, Leonard Huxley s'est remarié et a eu 2 enfants. L'un d'eux, David Bruce Huxley, né en 1915, a eu une fille Angela qui fut l'épouse du physicien George Pember Darwin, fils du biologiste Sir Charles Darwin. Les liens entre ces 2 familles sont restés forts. L'ascension de la famille Huxley vers la notoriété est une histoire de talent intellectuel, de détermination et d'engagement profond envers la science et l'éducation, façonnant ainsi non seulement leur destin, mais aussi celui de la société britannique et de la communauté scientifique internationale. Dans son ouvrage, Huxley explore la relation complexe entre l'esprit et le corps, postulant que les états mentaux sont distincts des états physiques, mais qu'ils sont influencés ou même déterminés par ces derniers. C'est l'aspect causal qui est en question ici. Nos vies mentales semblent affecter notre corps et, par extension, le monde physique qui nous entoure, mais que ces séquences sont en réalité le résultat de processus causaux au niveau physique sous-jacent. L'une des premières formulations explicites de l'épiphénoménisme peut être trouvée dans Essai de psychologie de Charles Bonnet en 1755.
C'est pourtant bien la formulation de Thomas Henry Huxley qui fut la plus marquante. Nous, êtres humains, serions des automates conscients, jouissant d'une vie mentale consciente, mais avec un comportement déterminé uniquement par des mécanismes physiques. C'est important de bien le comprendre car cela a eu une grande influence à son époque et sur la suite de notre épopée. L'épiphénoménisme de Thomas Henry Huxley, bien qu'innovante, a navigué dans des eaux controversées. Les critiques soulignent un paradoxe fondamental. Nos expériences subjectives, comme la douleur ou la peur, semblent influencer nos actions, alors que l'épiphénoménisme prétend le contraire. D'ailleurs, le principe de la sélection naturelle suggère que la conscience doit avoir un effet comportemental pour être biologiquement viable, ce qui contredit l'idée épiphénoméniste que la conscience est une conséquence sans influence causale. Étonnant quand on connaît l'amour de Thomas Henry Huxley pour l'évolutionnisme de Darwin. Enfin, cette théorie semble saper la connaissance de notre propre esprit, car si nos pensées n'ont aucun effet, comment pouvons-nous affirmer connaître quoi que ce soit, y compris l'épiphénoménisme lui-même ? Ces critiques ouvrent un débat philosophique intense sur la validité de la vision mécaniste de la conscience chez Huxley. Cette vision automate de l'homme conduit Huxley à introduire le concept d'agnosticisme en 1869. Il est même à l'origine de ce terme. Sa formulation de l'agnosticisme, en contraste avec les impératifs moraux universels de Clifford, se concentre sur l'erreur de prétendre à la certitude de la vérité objective des propositions non démontrables. Huxley n'exigeait pas de preuves ou de justification pour chaque croyance tenue, il soutenait plutôt qu'il était erroné de revendiquer une certitude pour des propositions pour lesquelles on ne peut pas produire de preuves adéquates. Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Ces arguments étaient en partie dirigés contre les religions et plus particulièrement le christianisme. Ils ont été influencés par un essai de Sir William Hamilton sur la philosophie de l'inconditionné. Il s'est convaincu que les questions les plus importantes qui animent l'esprit humain étaient à la fois pratiquement et théoriquement insolubles. Une conviction renforcée lorsqu'il est devenu membre de la Metaphysical Society et a rencontré des partisans de diverses idéologies également opposées au christianisme. Cette approche de l'agnosticisme, centrée sur une méthodologie plutôt que sur une croyance dogmatique, reflète l'engagement de Huxley envers un esprit critique et rebelle, remettant en question les affirmations sans fondement solide tout en se démarquant des approches plus dogmatiques de ses contemporains. Un esprit contradictoire pourrait-on dire, qui a directement influencé et coloré la suite de sa descendance. Notre épopée nous amène maintenant à nous pencher sur les cas bien particuliers des deux frères, Julian et Aldous Huxley. Commençons par le premier, Julian, l'homme derrière l'UNESCO, le WWF et bien d'autres. Julian Huxley, membre illustre de la famille, a vécu à cheval entre deux époques distinctes. Des photographies le montrent enfant sur les genoux de son grand-père, mais leurs vies se sont déroulées de part et d'autre d'un moment charnière de l'histoire, la Première Guerre mondiale. Cette guerre a marqué une rupture nette entre l'époque victorienne, empreinte d'une certaine magie, et l'ère moderne radicalement différente. Biologiste de renom tout comme son grand-père, Julian Huxley a été un acteur clé dans l'évolution de la pensée darwinienne. Il a joué un rôle majeur dans l'élaboration de la théorie synthétique de l'évolution, qui fusionne les idées darwiniennes avec les avancées scientifiques du tournant du XXe siècle. Cette théorie a non seulement intégré des concepts inconnus de Darwin, mais a aussi écarté certaines de ses spéculations non fondées, comme la transmission des caractéristiques acquises. Bien que cette idée soit réexaminée depuis les années 1990, les mécanismes sous-jacents restent encore flous. Julian n'a pas été le seul architecte de cette synthèse, mais c'est bien lui qui en a forgé le nom. Son apport à la théorie de l'évolution, notamment en ce qui concerne la sélection naturelle, fut crucial, aidant à établir fermement une théorie qui, dans les années 1930 et 40, n'était pas encore aussi solidement ancrée qu'aujourd'hui. L'attrait pour le monde animal a été constant chez les Huxley. Julian, sur les traces de son grand-père dans ce même domaine, s'est d'abord distingué dans la conservation de la faune en Afrique de l'Est avant de devenir secrétaire de la Zoological Society of London en 1935. Puis, en 1961, l'un des membres fondateurs du Fonds mondial pour la nature, le WWF, existant encore de nos jours. Qu'en est-il de son frère Aldous ? Comme nous le disions au début, c'est sûrement le Huxley le plus connu du grand public, un littéraire plutôt qu'un scientifique. D'ailleurs, dans son œuvre Ape and Essence, traduit en français par Temps futur, Aldous aurait-il souhaité taquiner Julian et Thomas Henry Huxley, tous deux fervents défenseurs de l'évolution en zoologie ? Ce titre, puisé dans les vers de Shakespeare, où l'essence humaine est comparée à celle d'un singe furieux, pourrait bien être un subtil clin d'œil de la part d'un auteur connu pour son esprit facétieux et son penchant pour l'ironie.
Mais cela est une autre histoire. Auteur à la plume diverse et prolifique, il est surtout célèbre pour Brave New World, le meilleur des mondes, un roman paru en 1932, qui se distingue nettement parmi ses douzaines d'œuvres variées. Dans ce futur dystopique imaginé par Huxley, la société est façonnée par des techniques avancées de génie génétique et un conditionnement social profond. Les individus, produits dans des incubateurs et classés selon leur rôle prédéterminé, forment une société où le chômage est inexistant et la jalousie éradiquée, grâce à une harmonisation parfaite entre les besoins de l'État et les capacités des individus. Dans ce monde, l'intrigue complexe de Huxley explore donc les nuances d'une société où la manipulation génétique et le conditionnement psychologique remplacent la reproduction naturelle et l'éducation traditionnelle. La drogue, soma, omniprésente, est employée pour maintenir le contentement et supprimer toute dissidence. Ce concept fait écho au débat contemporain sur l'utilisation de médicaments pour réguler l'humeur et la personnalité. De même, l'hypnopédie, bien que scientifiquement discutable, est un outil puissant dans l'arsenal du contrôle social du roman. Elle fonctionne comme un outil de lavage de cerveau où les messages répétés pendant le sommeil s'insinuent profondément dans l'inconscient des individus, les conditionnant à accepter sans questionnement les normes et les valeurs imposées par la société. Une méthode reposant sur la théorie que l'homme peut apprendre en dormant. Son roman va encore plus loin et aborde des thèmes de consommation excessive et de durabilité du tissu social, reflétant des préoccupations actuelles sur les limites et les dérives de la consommation de masse. Ces éléments, combinés à un style narratif riche et une imagination visionnaire, font du meilleur des mondes une œuvre intemporelle, qui continue de résonner dans l'imaginaire collectif et provoque des réflexions critiques sur notre avenir en tant que société. Par ailleurs, son roman est souvent interprété comme une contre-utopie, une réaction critique face aux visions utopiques de Herbert George Wells. En effet, Wells était célèbre pour son optimisme envers le potentiel de la science et du socialisme à transformer la société en un paradis égalitaire. Il a exprimé une vision du monde radicalement différente dans ses écrits ultérieurs, notamment dans L'esprit au bout du rouleau. Ce dernier, empreint d'un pessimisme profond, contraste fortement avec ses premiers écrits, rendant son ton plus sombre et déprimant. Parallèlement, Julian Huxley collaborait avec Wells dès 1931 sur The Science of Life, une œuvre majeure de vulgarisation en biologie. Cette collaboration soulève des questions intéressantes sur les influences et les idéologies qui ont pu se croiser et se contredire au sein de cette fratrie. Les repas de famille promettaient d'être intéressants. En effet, Julian Huxley était également un acteur clé dans le domaine de l'eugénisme, étant membre influent de la British Eugenic Society fondée en 1907. Cette organisation avait pour but de promouvoir l'eugénisme, en vue d'améliorer la qualité génétique de la population humaine. En tant que vice-président dans les années 1930 à 40, puis président au début des années 60, Julian adhérait à des idées controversées, perçues aujourd'hui comme moralement répréhensibles. Il prônait par exemple la limitation de la reproduction des classes sociales pauvres, qu'il considérait comme génétiquement inférieures. Et ce, par des moyens tels que la contraception ou l'accès limité aux soins médicaux. En dépit de leurs différences apparentes, Julian et Aldous partageaient en réalité de nombreuses positions communes. Pour apprécier pleinement la complexité de leurs relations et de leurs idées, il est essentiel de comprendre les subtilités de leurs pensées. Nous l'avons compris, Julian était un fervent défenseur de ce que l'on appelle l'eugénisme de gauche. Cette forme d'eugénisme, perçue comme libérale dans le contexte anglo-saxon, se distinguait tout de même des théories raciales promues par le nazisme. Dans les années 1920 et 30, les idées de Julian Huxley, bien qu'aujourd'hui jugées extrêmes, ont marqué un tournant dans la perception des différences humaines. Après la Seconde Guerre mondiale, il a activement contribué à remplacer le terme de race par celui de groupe ethnique, cherchant ainsi à dissiper les confusions entre les groupes religieux comme les juifs et les musulmans et toute notion raciale. Malgré son soutien à la stérilisation volontaire, Julian Huxley était considéré comme un intellectuel de gauche dans l'Angleterre des années 1920. Cette juxtaposition de convictions eugénistes et d'orientation politique gauchiste soulève des questions sur la compatibilité de ses idées avec la vision apocalyptique que son frère Aldous a dépeinte dans Le meilleur des mondes. Cependant, Aldous Huxley n'envisageait pas son roman comme une dystopie classique, mais peut-être comme la satire d'une utopie. Cette nuance subtile, mais significative, suggère qu'Aldous n'était peut-être pas en train de condamner catégoriquement l'eugénisme. Au contraire, il montrait comment une société idéale en apparence pouvait basculer vers le pire. Deux visions du monde différentes, mais complémentaires dans le fond.
Dans une correspondance avec l'écrivain gallois G. Glyne Roberts en 1933, Aldous Huxley a exprimé des pensées qui reflètent cette complexité. Il évoquait l'ignorance présumée de 99,5% de la population mondiale, contrastant avec un petit pourcentage de personnes éclairées. Ainsi, il soulignait l'importance de préserver la qualité et la supériorité de ce petit groupe. L'idéal pour lui était que cette élite domine le reste du monde, un point commun qu'il partageait donc avec son frère. Ces propos révèlent une perspective vraiment provocatrice et controversée pour notre époque, qui incite à réfléchir sur le véritable message que l'auteur voulait transmettre à travers son œuvre la plus célèbre. Ces éléments historiques et contextuels enrichissent notre compréhension du roman Le meilleur des mondes. Ils illustrent la complexité des idées qui ont influencé la création de ce livre. Ils mettent en lumière les tensions et les contradictions inhérentes à l'époque, ainsi que les défis intellectuels et moraux auxquels étaient confrontés les penseurs comme les frères Huxley. Cependant, attention, il serait inapproprié de réduire Aldous Huxley à un fasciste ou un humaniste visionnaire sans nuance. Les travaux de chercheurs comme David Bradshaw, notamment dans The Hidden Huxley, révèlent une complexité de caractère chez Huxley. Malgré un élitisme indéniable et un certain dédain pour la masse, Huxley a progressivement développé une préoccupation croissante pour le bien-être des moins privilégiés, révélant ainsi une certaine forme d'évolution dans sa pensée, sans vraiment en expliquer le but profond. Concernant Le meilleur des mondes, il semble clair que Aldous Huxley ne l'avait pas conçu uniquement comme un avertissement contre l'eugénisme. Les critiques et analyses de son œuvre, bien plus diversifiées à sa publication qu'elles ne le sont devenues depuis les années 70, témoignent d'une réception plus nuancée que le simple rejet de l'eugénisme. Un eugénisme qui nous conduit maintenant aux prémices du transhumanisme. Effectivement, Aldous, à l'instar de son frère Julian, s'est intéressé à une forme primitive de transhumanisme. Un terme d'ailleurs inventé par Julian Huxley lui-même. Cette vision consistait à envisager l'amélioration des capacités humaines, que ce soit par la génétique, l'éducation, la nutrition ou bien même l'environnement, comme intrinsèquement positive. Dans cette perspective, les frères Huxley partageaient certaines idées avec des penseurs contemporains comme Aubrey de Grey, qui défend l'idée de l'immortalité pour tous, basée davantage sur la logique que sur une morale spécifique. La question de savoir si les frères Huxley étaient des visionnaires ou des figures controversées aux yeux des observateurs modernes ne se réduit pas à une simple dichotomie. Julian a montré tout au long de sa vie un véritable souci pour autrui, tandis qu'Aldous a laissé une empreinte indélébile sur la littérature et la pensée contemporaine. La portée prophétique de l'œuvre d'Aldous Huxley transcende largement les intentions initiales de l'auteur, quelles qu'elles aient été, et continue d'influencer et de stimuler la réflexion sur les questions éthiques et sociétales de notre temps. C'est peut-être là le point commun qui réunit le grand-père et ses deux petits-fils. En effet, Thomas Henry Huxley, illustre pour avoir introduit le terme agnosticisme en 1869, a joué un rôle crucial dans l'évolution de la pensée spirituelle. Ce néologisme, bien que représentant une idée pas entièrement nouvelle, a gagné une popularité immédiate, servant de catalyseur à la diffusion des concepts qu'il représentait. L'agnosticisme, un mot dérivé du grec signifiant ignorance et connaissance, se base sur l'idée que l'être humain, avec ses connaissances et son développement actuel, n'a pas accès à l'absolu. Cette approche implique qu'il est impossible de se prononcer définitivement sur l'existence ou la non-existence de Dieu, menant à une remise en question des religions établies et, pour certains, rendant la métaphysique quasi superflue. Julian Huxley poursuivit les réflexions de son grand-père. Il adoptait tout de même une vision plus étendue de l'humanisme allant au-delà de l'agnosticisme. Pour lui, l'humanisme dans son acception la plus fondamentale était un système centré sur l'être humain, où l'individu est maître de son propre destin. Julian a activement participé à plusieurs associations humanistes, marquant son époque par son implication. Il a notamment cofondé la First Humanist Society of New York aux côtés de personnalités éminentes telles qu'Albert Einstein et Thomas Mann, et a également été le fondateur et premier président de la British Humanist Association. Dans cette perspective, Julian Huxley envisageait une profonde remise en question des religions traditionnelles, prônant l'idée de placer l'évolution au cœur des croyances à la place occupée auparavant par Dieu. Il exprimait cette vision dans son ouvrage Religion Without Revelation, la religion sans révélation, publié en 1927, où il affirmait que tant que l'idée de Dieu ne serait pas considérée comme une relique du passé, l'humanité ne pourrait pas embrasser la religion qu'elle nécessite. Selon lui, dans cette nouvelle religion, l'homme devrait reconnaître sa place en tant qu'entité la plus évoluée connue et assumer la responsabilité de son propre salut et de sa destinée. Julian Huxley rejetait ainsi toute notion extra-scientifique dans la religion,
tout en n'excluant pas l'idée de religion en tant que telle envisagée comme un lien entre les hommes. Il est possible de le considérer comme un défenseur du naturalisme religieux, même s'il ne se revendiquait pas explicitement de ce mouvement. Cette approche, qui suivait les traces de son grand-père, reflète une vision où la science et la compréhension humaine remplacent les croyances traditionnelles tout en préservant un sens de la connexion et de la responsabilité collective. Cette volonté s'illustre parfaitement lorsque Julian est devenu le premier directeur de l'UNESCO, à travers un texte de 60 pages titré « L'UNESCO, ses buts et sa philosophie ». Huxley a proposé de développer une philosophie mondiale basée sur la connaissance des cultures, l'éducation et la collaboration scientifique. L'UNESCO était pour lui l'institution idéale pour superviser l'émergence d'une culture mondiale unifiée et unificatrice. Sous sa direction, la première conférence générale de l'UNESCO à Paris en 1946 a mis en place des priorités, dont l'une était de déterminer les principes pour une déclaration moderne des droits de l'homme, positionnant ainsi l'UNESCO comme un acteur clé dans le système international d'après-guerre. Le cas d'Aldous est encore une fois le plus difficile à cerner. Contrairement à son frère Julian et à son grand-père Thomas Henry, Aldous Huxley ne rejette pas catégoriquement l'idée de Dieu. Dans les années 1940 et 50, il s'oriente vers un mysticisme inspiré des religions orientales, explorant la communication avec des entités spirituelles. Cette période est marquée par son intérêt pour les drogues hallucinogènes comme le LSD et le mescal qu'il utilise dans le but d'atteindre des états de conscience supérieurs. Ses expériences et réflexions sont détaillées dans les livres Les portes de la perception et Le ciel et l'enfer, où il exprime que l'exploitation des forces psychiques et certaines pratiques mystiques ne sont pas forcément incompatibles avec la croyance en Dieu. Le mysticisme d'Aldous Huxley par moments se rapprochait d'un catholicisme très rigoureux, comme en témoigne son intérêt pour l'affaire des démons de Loudun du XVIIe siècle, sujet de son essai Les diables de Loudun. Cependant, le considérer comme un simple retour aux croyances traditionnelles serait réducteur. Dans La philosophie éternelle, publié en 1945, il cherche plutôt une synthèse universelle, une pensée primitive commune à toutes les croyances, mêlant mystique et démarche scientifique, une sorte de nouvelle religion mondiale. Aldous Huxley incarnait ainsi une quête permanente d'une vérité plus grande, un besoin de croire en quelque chose au-delà de la simple existence humaine. Cette aspiration peut être perçue comme une caractéristique des grands artistes, qui, dans leurs expériences créatives, cherchent un absolu que la science seule ne peut exprimer. La trajectoire d'Aldous Huxley montre une continuelle recherche d'équilibre entre un rationalisme hérité et une quête spirituelle, reflétant la complexité et la profondeur de sa pensée et de son œuvre. Thomas Henry, Julian et Aldous ne sont pas les seuls personnages marquants de la dynastie Huxley, même si ce sont eux les plus impactants. Pour en citer quelques autres, nous avons Gervase Huxley, le fils aîné de Henry Huxley, qui a servi dans l'armée britannique à partir de 1914, devenant officier de bombardement de bataillon. Il a reçu la croix militaire le premier jour de la bataille de Passchendaele pour avoir capturé des prisonniers indiquant l'arrivée d'une nouvelle division de garde allemand. Elspeth Huxley, épouse de Gervase Huxley, était une écrivaine, journaliste, écologiste et conseillère gouvernementale anglaise. Elle a écrit plus de 40 livres, dont The Flame Trees of Thika et The Mottled Lizard, basés sur sa jeunesse dans une ferme de café au Kenya britannique. Elspeth a été éduquée dans une école réservée aux Blancs à Nairobi avant de quitter l'Afrique en 1925 pour étudier l'agriculture à l'université de Reading en Angleterre et à l'université Cornell à New York. Elle a été nommée officier de presse adjointe au conseil de marketing de l'Empire en 1929 et a commencé à écrire peu après son mariage. Sir Andrew Fielding Huxley, demi-frère de Julian et Aldous, il a été un physiologiste et biophysicien anglais. Il a remporté le prix Nobel de la physiologie ou médecine en 1963 pour sa découverte des mécanismes de propagation des impulsions nerveuses. Après la Seconde Guerre mondiale, il a repris ses recherches à l'université de Cambridge, développant la microscopie interréférentielle pour l'étude des fibres musculaires. En 1952, il a été rejoint par le physiologiste allemand Rolf Niedergerke, avec qui il a découvert en 1954 le mécanisme de contraction musculaire appelé théorie du filament glissant, qui est à la base de notre compréhension moderne de la mécanique musculaire. Chaque membre de la famille Huxley a apporté une contribution unique à son domaine, qu'il s'agisse de l'éducation, de la littérature, de la science ou de l'activisme environnemental, perpétuant ainsi l'héritage de la famille dans divers aspects de la connaissance et de la culture.
Dans ce voyage à travers le temps et l'esprit, l'Odyssée des Huxley se révèle non seulement comme une saga familiale fascinante, mais également comme un prisme à travers lequel observer les évolutions sociétales et idéologiques majeures. Les membres de cette illustre famille ont laissé une empreinte profonde dans divers domaines, de la science à la littérature, et ont influencé des instances internationales. Leur quête d'un nouvel ordre mondial, où la science et l'idéologie se mêlent, préfigure les dynamiques actuelles du World Economic Forum. Cette convergence visionnaire entre transhumanisme, contrôle des masses et gouvernance globale dessine un tableau où la liberté d'une élite prime sur l'équilibre général. Les Huxley, en posant les premières pierres d'une société hyper hiérarchisée, ont ouvert la voie à un monde où le conditionnement global est prééminent. Leur héritage, à la fois enrichissant et controversé, soulève des questions fondamentales sur la nature du progrès et de l'autorité. Leur influence, bien que moins visible que celle des grands politiciens ou des magnats de l'industrie, n'en est pas moins réelle. Elle se perpétue à travers des idéologies et des politiques qui continuent de façonner notre monde. Dans cette réflexion, il est impossible de ne pas évoquer une nouvelle fois Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Cette œuvre prophétique, avec sa société dystopique où chaque individu est conditionné dès la naissance pour occuper une place prédéfinie, résonne étrangement avec les réalités contemporaines. La barrière entre la fiction et la réalité semble s'amincir, nous rapprochant dangereusement des visions d'Huxley. Le film Elysium, avec sa société divisée entre une élite privilégiée vivant dans une station spatiale luxueuse et le reste de l'humanité confinée à une terre dévastée, reflète cette ambiance de science-fiction rappelant les thèmes chers à Aldous Huxley. Pour conclure, la famille Huxley, avec ses idées avant-gardistes et parfois controversées, a non seulement marqué son époque, mais continue d'influencer la nôtre. Il nous rappelle que les idéaux utopiques, lorsqu'ils sont détournés, peuvent mener à des réalités dystopiques. Dans ce contexte, il est essentiel de rester vigilant face aux promesses d'un avenir meilleur, surtout lorsque ces promesses sont teintées de contrôle et de ségrégation. En effet, la frontière entre nos aspirations les plus élevées et les dérives possibles de ces aspirations est souvent plus ténue qu'il n'y paraît. Ainsi, avec un brin d'humour cynique, on peut se demander si nous ne sommes pas, à notre insu, les acteurs d'une pièce écrite il y a des décennies et qui pourrait s'apparenter au meilleur des mondes. Au commencement était le verbe. Spoiler alerte, pour dire ce que l'on veut, il faut être libre financièrement. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Alors merci. Merci d'avoir cru en nos différents projets. Merci d'avoir toujours soutenu l'information libre et indépendante de Géopolitique Profonde. Si toute cette aventure a été possible, c'est grâce à vous.